Bonjour à tous. J'ai intitulé cette présentation Fertilisation, environnement et agriculture. Nous sommes effectivement rendus à un stade où nous avons vu beaucoup de matière et c'est avec grand plaisir que j'ai noté ces derniers temps l'évolution du groupe qui devient de plus en plus intéressante avec des débats scientifiques de plus en plus approfondis et des recherches très très conséquentes sur de nombreux sujets. Alors nous n'avons pas encore vu tous les thèmes, nous n'avons pas encore débattu de tous les thèmes euh, de notre plan, mais ces derniers temps, nous avons parlé particulièrement de questions de fertilisation. Et donc, le titre de cette présentation est Fertilisation, environnement et agriculture pour pouvoir faire la distinction, comme je l'ai toujours fait, entre l'environnement et le monde des activités agricoles qui sont en fait une perturbation de l'environnement. Alors le sommaire des thèmes est le suivant. Donc dans un premier temps, nous verrons le contexte des normes africaines et des organismes responsables de l'agriculture bio en Afrique. Ensuite, nous ferons un bref rappel des éléments nutritifs. Donc qu'est-ce que c'est, les macro et les micronutriments. Puis nous verrons les mycorhizes, donc leur rôle, leur fonction écologique. Ensuite, nous verrons les concepts d'écosystème, agroécologie. Nous verrons ce qu'en pensent les peuples des forêts et également même les anciens, comme les anciennes civilisations, comme l'Égypte ancienne. Puis nous poserons la question du pourquoi, du contre l'engrais bio. Effectivement, cette question peut se poser et nous verrons qu'il y a des éléments qui peuvent effectivement être avancés pour cela et nous allons analyser ça. Puis nous verrons la productivité, parce que pour toute activité agricole, il y a cette question qui se pose. Nous analyserons la productivité avant donc de s'étendre sur les engrais bio, donc l'univers des engrais bio, les types d'engrais bio, comment sont-ils fabriqués, comment sont-ils utilisés. Et enfin, nous finirons avec les politiques nationales. Donc avec deux cas, le cas du Sikkim et le cas de Cuba. Donc nous analyserons comment ces cas-là gèrent un peu les intrants, les problèmes d'alimentation de leur population et la santé publique. Voilà, les politiques de santé publique. Alors cette présentation, je le rappelle, elle entre dans le cadre des récentes conversations que nous avons eues, mais elle prend soin en quelque sorte de faire aussi un récapitulatif un peu plus large de diverses choses que nous avons vues aussi un peu plus en amont. Vous le découvrirez au fil du temps. Alors, il existe effectivement en agriculture biologique en Afrique un standard qui a été créé par un regroupement de pays est-africains. Donc cette communauté d'États regroupe le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Ils se sont organisés sous l'appellation NOAM, donc pour National Organic Agricultural Movement, en 2001. Alors, ils ont créé au sein de cet organisme des standards pour l'agriculture biologique. À côté de ça, en 2014, il y a une ONG enregistrée en Tanzanie qui s'appelle Afronet, qui a également été créée. Donc celle-ci est à l'initiative de ces mouvements qu'on vient de citer en Afrique de l'Est, mais avec l'appui d'un occidental, donc la direction du développement de la coopération suisse, qui entre dans l'histoire de l'Afronet. Alors, bien que ces standards, que des standards existent, hein, euh,
Eh bien, ils sont pas utilisés. Ils sont pour ainsi dire pas utilisés puisque ce sont les normes des pays importateurs qui s'imposent à tous ces produits. Donc, quand il s'agit de bio pour exporter en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine, même en Corée du Sud, voilà. Donc, tous ces pays au Canada, voilà, tous ces pays ont des normes et ce sont leurs normes du bio qui sont en fait utilisées comme le critère de production du bio. En 2018, une équipe de chercheurs a réalisé une étude qui visait à comparer les performances des agricultures biologiques versus conventionnelles pour les questions de sécurité alimentaire au Sénégal, Burkina Faso, Cameroun. Alors, ces évaluations se faisaient sur la base des témoignages de 17 experts. Ils nous indiquent que la capacité de l'agriculture biologique à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire en Afrique est mal connue. Et le problème, c'est qu'il existe peu de références expérimentales, d'où l'utilisation du témoignage des experts pour faire leur étude. Mais là où je voudrais mettre l'accent dans leur analyse et leurs résultats, c'est par rapport aux questions des rendements et du prix des produits. Alors ici, il nous indique que le rendement des systèmes biologiques sont inférieurs d'environ 41% à ceux des systèmes conventionnels. Là où on trouve 50% et plus dans d'autres documents, eux, ils ont évalué à 41%. Et ils indiquent également que les prix des produits issus de l'agriculture biologique sont supérieurs de 34%. Alors, ces informations sont importantes à garder en tête car elles vont nous servir par la suite à valider l'utilisation de cette approche de l'agriculture biologique et peut-être aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait diminuer ses coûts. Voilà. Alors, avant tout, je voudrais passer en revue quelques portraits qui ont été réalisés par le CIRAD. Alors ici, on a des portraits de pionniers de l'agriculture, de l'agroécologie africaine. Voilà quelques photos. Ici, on a un Yacine qui a testé avec succès une association de cultures entre l'arachide et le niébier. Donc il fait des associations de cultures dans son système. Là, nous avons Boubacar qui utilise des pneus. Bon, donc là, il s'agit de recyclage un peu. Donc pour concentrer le fumier et l'eau autour des racines. Bon, c'est un moyen comme un autre. Nous avons ici aussi Afi qui cultive à haute densité des aubergines africaines. Donc on voit légumes feuilles profondément enracinées dans les traditions culinaires du Bénin. Donc voilà, une culture qui est consommée, voilà, et qui est maintenant cultivée de manière agroécologique. Nous avons, bon, étant donné que c'est un projet français qui a été financé par des fonds, je crois, l'AFD. Donc il y a, oui, je crois que ça s'insère dans le projet que l'AFD finançait. Donc il y a le Maroc qui fait partie de ces espaces où la France opère. Alors ici, Bonaventure est le promoteur d'une ferme maraîchère biologique. Alors on voit une très belle ferme hein, avec ces deux bidons là pour l'arrosage par gravité. C'est très intéressant. Ici, Mariama associe plusieurs cultures dans les mêmes pokés. Donc ici, il s'agit de carottes, de aubergines, de laitue, de basilic. Bon, alors on n'a pas les raisons de ces associations. Alors ici, à Fatik, Pape teste la culture intercalaire de manguiers et de légumes pour optimiser l'utilisation de l'espace et de l'eau. Bon.
Alors ici c'est pour l'exploitation du sel. Ici à Diogo, donc Bassoro cultive ses choux. Alors un bassin sablo-argileux, comme il y en a beaucoup au Sénégal. Il améliore la fertilité de ses sols grâce à la rotation de culture, à la mise en jachère et à l'apport régulier de fumier. Donc voilà comment il pratique son agro-système. Donc il y a une rotation de culture, puis mise en jachère, donc il laisse reposer son sol, il laisse les équilibres naturels de ces écosystèmes reprendre le dessus, et puis après, bon, il revient avec des nouvelles cultures et avec des apports de fumier. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples donc de ces personnes qui utilisent maintenant les agrosystèmes, donc d'agroécologie en Afrique, de plus en plus. Alors, rappelons ici très brièvement la liste des macronutriments et des micronutriments. Donc, les macronutriments qui sont minéraux et non minéraux. Alors, nous avons ici sur cette liste les macronutriments qui sont NPK, CAMGS, donc le soufre, hein, et pour les macronutriments mais qui ne sont pas minéraux, donc nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc voici ici la liste de ces macronutriments, voilà, auxquels a été rajouté la silice, voilà. Alors que ici, il se trouve ici dans la liste des micronutriments, donc quelquefois on peut le mettre ici, quelquefois on le met un peu là. Bon, ça dépend aussi de la plante, hein. Il y a des plantes qui peuvent avoir plus besoin de silice que d'autres, hein. Maintenant, on voit ici donc les micronutriments, c'est donc tous les autres, hein, bore, chlore, manganèse, fer, zinc, cuivre, nickel, molybdène, etc., cobalt, sélénium, voilà, aluminium aussi. Alors ici on voit sur ce tableau bon, le symbole chimique et à côté la concentration donc dans la matière sèche, donc le pourcentage que représente cet élément par rapport à la matière sèche. Donc par exemple pour l'azote on a 1,5% d'azote dans la matière sèche. Ici nous avons les différentes formes sous lesquelles ces éléments sont absorbés par les racines des plantes. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont toutes des formes minérales, hein, sont sous des formes minérales. Voilà. Les rôles de ces éléments nutritifs qui sont listés. Bon, nous voyons que l'azote, par exemple, est un composant essentiel, donc des acides aminés, donc il entre dans la synthèse des protéines. Mais nous avons également un autre très important, le phosphore, qui lui entre dans la fabrication de l'ATP, donc pour l'énergie, et aussi des acides nucléiques, donc on le retrouve donc dans l'ADN et l'ARN, dans plusieurs coenzymes. Donc ici le potassium, qui est un ion qui a un recyclage très très rapide dans l'environnement. Donc celui-ci sert, il intervient donc dans l'osmose, donc dans les équilibres ioniques lorsqu'il y a des échanges, donc pour du transport actif d'ions à l'intérieur des racines et donc pour faire passer dans le système vasculaire des plantes. Également, il intervient dans l'ouverture et la fermeture des stomates, donc pour pouvoir permettre les échanges gazeux au niveau des feuilles. Bon, alors nous avons ici toutes les fonctions de ces éléments macro et micronutriments qui sont listés. Donc c'est toujours bon de le connaître quand on veut travailler avec ces choses-là. Alors concernant les mycorhizes, nous avons ici une figure qui montre deux exemples de mycorhizes. Ici, on a des
Les mycorhizes saprophytes qui font de la décomposition sur de la matière morte. Ici nous avons des ectomycorhizes. Alors les ectomycorhizes, voilà en rouge, on voit qu'elles ont un réseau d'if qui est carrément connecté avec les arbres qui sont représentés ici. Donc là il y a un Fagus et un Picea abies, donc une épinette et un Fagus, c'est hêtre je crois. Bon, alors donc un feuillu et un conifère. Et on voit que il y a un échange qui se fait, donc carbone, donc c'est-à-dire que les plantes possèdent de la chlorophylle qui, elle, est un récepteur donc de lumière, comme vous le savez. Au cœur de la chlorophylle, on a le magnésium qui a cette fonction de récupérer cette énergie et de mettre en route une chaîne de cascade de réaction par le déplacement d'un électron qui va permettre la création d'un certain nombre de métabolites et ultimement qui va également permettre la production de sucre. Et les sucres sont des oses et donc ce sont des molécules carbonées. Et c'est ce carbone qui est mentionné ici, là, qui en fait ressort des plantes qui ont fait la photosynthèse et va venir nourrir le champignon, donc les apports carbonés au champignon. Donc le champignon va se nourrir des sucres qu'il ne peut pas produire lui-même puisqu'il ne fait pas de photosynthèse. Maintenant, en échange de ça, lui, le champignon, il va faire d'autres choses. Donc il a plusieurs fonctions écologiques, donc une d'hydratation, puisque comme le disait ce youtubeur comment jardiner avec un sol vivant, voici la source. Donc il indiquait qu'effectivement les mycorhizes sont des éponges. Effectivement, ce réseau-là est tellement dense qu'il va permettre de garder pas mal d'humidité dans le sol. C'est très intéressant ça. Donc également, les mycorhizes vont redistribuer des éléments nutritifs parce que, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, les enzymes produits par ces ifs vont hydrolyser certaines molécules, dégrader et jusqu'à obtenir les espèces chimiques minérales. Et ces espèces chimiques minérales peuvent être réabsorbées par les ifs puis transférées par les connexions, ou bien alors, si les racines fines de l'arbre sont à proximité, elles peuvent être directement réabsorbées dans la solution de sol. Alors vous voyez le rôle des enzymes, donc voilà, qui était le troisième point, qui est essentiel dans cette situation pour pouvoir permettre la mobilisation des éléments nutritifs que les plantes vont pouvoir utiliser. Et c'est souvent le cas pour des éléments comme le phosphore, mais aussi beaucoup pour les micronutriments. Là, les ectomycorhizes sont d'une très grande aide aux plantes. Les écosystèmes. Donc, l'origine de ce mot date de 1935. C'est un botaniste anglais, Arthur George Tansley, qui l'a pour la première fois utilisé. Donc, la définition de Wikipédia pour l'écosystème, c'est ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction, donc c'est ce qu'on appelle le biocénose, avec leur environnement qui est lui le biotope. Alors la question c'est maintenant qu'on pourrait se poser, c'est et que disent les peuples de la forêt? Eux, que pensent-ils de cela? Ça, ce sont nos jardins, c'est le jardin à la française. Qu'est-ce que vous pensez de ce jardin-là, vous qui êtes habitué à votre forêt? Ce n'est pas bien ce que vous faites à vos plantes.
Vous leur faites mal en les taillant comme ça. Pour nous, les plantes ont un esprit. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. Tailler un arbre, c'est le faire souffrir. Voici Kisimbosa Chamakasa, un espace de peuples autochtones pygmées Bamboti-Babuluko en province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 2019, une initiative de domestication des aliments traditionnels y est développée. Deux jardins communautaires agroécologiques ont été mis en place par le communauté. Cette initiative a pour but de protéger et multiplier pour les peuples autochtones les aliments traditionnels actuellement menacés de disparition. Il s'agit principalement des ignames, un aliment rempli de vertus, étant aimé par plusieurs communautés. Auparavant, nous nous rendions dans la forêt une fois que nous avons faim. Nous nous procurions des ignames que nous mangeons avec nos familles. Actuellement, c'est difficile de trouver les ignames. Elles sont extrêmement rares en brousse. C'est pourquoi nous avons mis en place ce jardin afin de ne pas perdre les aliments de nos ancêtres. C'est ce que nous venons de replanter. Une fois planté, l'igname totalise 1 ou 2 années pour être récolté. On replante à chaque récolte et la transplantons dans nos champs respectifs. C'est notre meilleur aliment, nous peuples autochtones pygmées avec lesquels nous vivions en pleine forêt. L'initiative est un projet soutenu par le PKF avec l'accompagnement de Slow Food International. Cette initiative a commencé depuis l'année passée et qui a développé dans le territoire de Walikale 3 jardins communautaires agroécologiques. Et ces 3 jardins communautaires sont des initiatives types qui permettront aux communautés et qui ont permis jusqu'à présent aux communautés de récupérer des semences et de transplanter dans leurs champs habituels, traditionnels, qui sont en train de développer dans ces sites. Ceci, c'est pour multiplier davantage la disponibilité de ces aliments dans la zone. Et l'idée est qu'on puisse arriver à transformer ces aliments pour aussi contribuer à l'économie ménagère de la femme ou de la famille, du ménage pygmée. Le bénéficiaire s'est dit satisfait déjà de rendement et espère étendre ce projet en vue de garantir qu'eux-mêmes et les générations futures en bénéficient. Nous venons de planter des lignames dans ces jardins. C'est ici que nous trouverons les plantules que nous apporterons dans nos champs à côté des bananiers. C'est après au moins 1 an et demi que nous parvenons à la récolter. L'agroécologie, c'est un terme lui aussi qui est également pas si ancien, il date de 1928. Monsieur Basil Bensin, un agronome américain d'origine russe, l'a pour la première fois défini, utilisé, et donc sa définition selon Wikipédia est la suivante. L'agroécologie propose avant tout des systèmes de production agricole basés sur les processus et fonctions écosystémiques, comme l'agriculture biologique, la permaculture, l'agriculture naturelle ou l'agriculture de conservation, ou encore l'agroforesterie. Voilà. Alors que l'agriculture industrielle issue de la révolution agricole ou de la révolution verte pense la production à partir des intrants. Bon, c'est la différence. Donc l'agroécologie, on voit qu'elle est complètement basée sur les agrosystèmes, quoi. Les agrosystèmes avec une agriculture qu'on pourrait qualifier en fait de biologique, tout simplement l'agriculture biologique. Les légumes qui jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des populations urbaines sont produits en quantité insuffisante. Pire encore, les productions maraîchères basées sur la monoculture et l'utilisation d'intrants chimiques
commence à être remise en cause par les producteurs eux-mêmes. Bon, le business aujourd'hui, bon, on ne se plaint pas. Et la production est petite, donc la demande est hausse. On n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Bon, les produits viennent de nos productions conventionnelles, mais tu vas récolter avec des résidus chimiques et ça va directement à la consommation. Forcément, ça rend malade. Et ça ne te tue pas en 2 jours. Comme on le dit, même le docteur va te confirmer que ça te tue peut-être dans 10, 15 ans. Tu vas te retrouver avec un cancer. Oui, mais je suis obligé de m'approvisionner là-bas. Il n'y a pas d'aliments bio concurrents. Donc, ça me rend malade ou pas, ça, je n'ai pas le choix, il faut vivre. Il faut dire que l'agriculture chimique, vraiment, a ses lacunes, a suffisamment de lacunes. Parce que moi, j'étais dedans, vraiment, j'ai vu. Il faut dire que j'ai tellement fatigué le sol avec les herbicides, l'engrais chimique, le NPK, l'urée, tout ça là. Et donc, c'était dangereux pour ma santé, pour la santé de ma famille et aussi pour la santé des consommateurs. Si l'agriculture conventionnelle pose d'importants problèmes de santé, ce n'est pas le seul défaut de ce système. Avec la guerre en Ukraine, l'engrais ça coûte cher. Aujourd'hui, le prix est monté même jusqu'à 3 fois qu'avant. On ne va même pas trouver l'argent pour payer l'engrais. Et encore, si tu veux continuer à faire, tu vas tuer le sol. Si tu as tué le sol, ça ne peut plus te produire. Tu ne peux plus gagner l'argent pour payer l'engrais même pour le faire. Alors tu vas travailler où? Pour pallier à toutes ces difficultés, quelques producteurs se sont tournés vers l'agriculture agroécologique. Un mouvement qui tend à se développer en Côte d'Ivoire. Ça va très bien chez moi. Depuis quelque temps que je pratique l'agroécologie. J'arrive à produire, je fais des aubergines, du gombo, des courgettes, des concombre. Il faut dire qu'aujourd'hui, je produis à moins de coûts. Je m'intoxique moins parce que j'utilise des extraits de plantes pour faire mes traitements. Je fais des apports organiques. En même temps, en nourrissant la plante, je fertilise encore mon sol. Puisque je dépense moins, j'ai un peu plus d'entrée d'argent pour m'occuper de mes charges. En monoculture, je gagne l'argent un seul coup ou bien je perds complètement tout en un seul coup. Et quand je fais la diversification des cultures, ça me donne beaucoup plus de sécurité parce que au moment de vendre, si le marché est saturé en tomates, alors je m'appuie sur les concombres. Si le marché des concombres est saturé, alors je m'appuie sur les courgettes. Donc, ce qui fait que toujours est-il que je gagne quelque part. Je vois que c'est plus rentable qu'en agriculture chimique. En agroécologie, c'est vrai, ça prend un peu le temps, mais c'est moins coûteux. On dépense moins et on gagne plus. Parce qu'on utilise la nature pour cultiver. Je vais chercher mes feuilles de tabac, mes feuilles de moringa. Je viens, je fais mes décoctions, je prends pour travailler, je ne paye pas 10 francs. Ça me prend juste du temps, ça c'est vrai, mais je ne paye même pas 10 francs. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les logos représentatifs de l'agroécologie et du développement durable sont en fait identiques. C'est vraiment le même concept d'agroécologie qui a été transposé pour pouvoir créer celui de développement durable. Vous voyez ici, pour l'agroécologie, on a l'agroécologie au milieu, on a le cercle pour l'environnement, le cercle pour l'économie et le cercle pour le développement humain, donc le social. Ce sont les mêmes cercles qu'on a là, société, économie et environnement. Et l'union de chacun de ces cercles va nous donner donc d'autres concepts comme viable et vivable, mais ils sont ici, viable et vivable, et équitable pour société et économie, le voici là aussi, et au milieu on a durable, donc pour le développement durable, alors qu'ici on a simplement agroécologie. Donc ce sont vraiment les deux mêmes concepts. Quelle est la conception des Kamites par rapport à l'agriculture et l'environnement?
Eh bien, je vais faire référence à une diapositive qui est dans la présentation du groupe d'agriculture ancestrale, dans laquelle j'avais montré que les Égyptiens anciens donc faisaient la distinction entre le monde de l'agriculture et le monde de l'environnement, et que ça se voyait dans leur caractère figuratif qui représente ces concepts. Pour l'agriculture, on a les roseaux, pour l'environnement, on a des montagnes. Et donc, à partir des roseaux, on va créer divers mots comme les champs, comme le jardinier. À partir des montagnes, on va créer d'autres mots comme les régions, les contrées, l'Occident, l'Orient. Voilà. Donc, il s'agit là vraiment de deux conceptions bien différentes, et l'agriculture reste une activité qui se déroule dans l'environnement, mais ce n'est pas l'environnement à proprement parler, même pour eux, conceptuellement parlant. Contre les engrais bio. Alors, quels sont les arguments qui sont généralement invoqués? Donc, les engrais bio empêchent ou empêcheraient les plantes de devenir autonomes. Les engrais bio contribuent à l'appauvrissement de la vie des sols. Les engrais bio inhibent le processus d'évolution vers un écosystème stabilisé. Alors, en gros, les engrais bio rendent ou rendraient les plantes dépendantes, ne participeraient pas à l'enrichissement de la vie du sol, donc de la macrofaune, de la microfaune, et en plus empêcherait l'évolution de l'écosystème du sol vers un écosystème stabilisé, et même l'écosystème, à vrai dire, tout court, puisque l'interaction plante-sol, donc tout l'écosystème. Bon. Alors, il est certain que si l'objectif est d'aller vers un climax, c'est-à-dire un état forestier stabilisé, eh bien, oui, en effet, les engrais bio ne vont pas permettre qu'on atteigne ce climax, puisqu'on est constamment en train d'injecter dans l'environnement des nutriments qui sont facilement assimilables, relativement facilement assimilables par les plantes. Donc ce sont certains types de plantes qui vont en profiter, et plutôt que d'autres, ça c'est certain. Bon, alors maintenant, quels sont les contre-arguments? C'est-à-dire le contre du contre, c'est-à-dire le pour engrais bio. Donc l'engrais bio, lui, il permet, oui, d'avoir une double fonction, possiblement, de fertilisant et de répulsif. Ça, c'est très très fréquent. Mais il peut aussi avoir une triple fonction, parce que, selon le type d'engrais bio qui est utilisé, il peut permettre la régénération des sols, dans le sens que de favoriser même la stimulation de la vie des sols. Bon. Maintenant, selon également le type d'engrais bio qui est utilisé, on peut noter que la cinétique de relargage des éléments nutritifs peut être prolongée. Parce que l'engrais chimique, lui, il est déjà sous une forme minérale, complètement disponible par la plante et prête à consommer. Si la plante est là au moment où il est épandu dans le sol, eh bien la racine, je veux dire, est là, donc elle va absorber très facilement les éléments nutritifs. Dans le cas de l'engrais bio, bon, quelquefois il y a un petit peu de travail encore à faire. Les éléments peuvent être par exemple très très bien dégradés dans des effluents,
issus de biodigesteurs, mais il reste encore un peu d'organique. Et là, il peut y avoir un certain travail des bactéries, des enzymes et de la microfaune du sol pour pouvoir finir cette dégradation et donc permettre qu'il y ait un relargage des éléments nutritifs en décalé par rapport au moment de la fertilisation. Donc, moi, je vois l'utilisation d'un engrais bio avec l'objectif de production. J'ai du mal à voir cet objectif de production si on n'utilise pas un engrais bio. Pour la simple raison que ne pas utiliser d'engrais bio dans une problématique de production agricole revient à juste laisser l'environnement fournir tous les éléments nutritifs, mais dans le cadre de production agricole, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment limiter les productions. Donc, à moins qu'on veuille aller vers un climax type forestier, c'est-à-dire un petit peu comme les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire voilà, le sol, il a produit ce qu'il a produit, et à un moment donné, on récoltera ce qu'on pourra de ce qu'il a produit. Bon, ça, pour moi, ça ne s'insère pas dans une dynamique de production agricole pour pouvoir fournir à un village, même à un village, voilà, je pense que ça serait très limitant. Donc c'est la raison pour laquelle je pose la question, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est un climax? Parce que si l'objectif c'est la production, eh bien alors je vois pas d'obstacle à l'utilisation d'un engrais bio. Voilà. Étant donné que l'agriculture en soi, c'est déjà une perturbation de l'environnement. Le fait de faire une activité agricole, on perturbe l'environnement pour nos besoins propres. On vient, on plante, on retire, on fait des rotations, etc. Donc on intervient constamment dans l'environnement. Donc pourquoi ne pas utiliser un engrais bio? Je crois que pour bien comprendre, en fait, cette problématique de la non-utilisation des engrais bio, la meilleure approche, c'est de regarder comment fonctionnent les écosystèmes forestiers. Alors ici, nous avons une figure qui représente les pourcentages de couverts forestiers. Donc ça va de 10% jusqu'à 80%. Et en dessous, nous avons différents critères avec le crop production. Donc nous avons les récoltes, la fertilité des sols, les pertes dues aux ravageurs, nous avons la richesse en oiseaux, nous avons la température ambiante, l'humidité des sols, la capture de carbone par les arbres et la capture de carbone par les sols. Bon, alors la capture de carbone par les sols, elle est constante, quel que soit le pourcentage du couvert. Nous voyons que la capture du carbone par les arbres, évidemment, sans surprise, elle augmente au fur et à mesure qu'il y a des arbres. L'humidité également augmente. Nous avons la température ambiante qui va diminuer parce que sur un sol nu, elle est très élevée puisque le soleil arrive directement au sol et sur un sol couvert, eh bien alors on a une espèce de mini écosystème et une baisse de température importante. La richesse en oiseaux maintenant, elle va augmenter avec l'augmentation du couvert forestier. Et nous allons avoir pour ce qui est des pestes une diminution d'abord
puis une légère augmentation. Bon, ce qui signifie qu'il y a une zone où il y a un minimum qui se situe, si on regarde ici, autour de 60% par là. Bon, ce sont des équilibres. C'est pareil, ça arrive des fois qu'il y ait par exemple des ravageurs qui détruisent des forêts entières. Bon, surtout lorsque les forêts sont quasiment monospécifiques, où il y a une très faible biodiversité. Bon, je pense que ce n'est pas tellement le cas dans le cas des forêts tropicales, mais par contre ça peut être le cas dans les forêts boréales. Voilà, c'est cet effet-là d'un minimum autour de 60%, je pense. Maintenant, la fertilité des sols, eh bien alors, bon, on voit qu'elle demeure constante puisque c'est le stock qu'il y avait déjà. Mais par contre, au niveau des récoltes, évidemment, bon, ça va diminuer avec le couvert puisque les cultures qui sont moins hautes que les arbres reçoivent moins de soleil. Bon. Alors maintenant, voilà un petit peu comment fonctionnent les écosystèmes, comment fonctionnent les systèmes qui sont, on va dire, forestés ou non forestés, avec toute cette gradation au milieu. Maintenant, si on regarde un petit peu le tableau 3.2, on va voir qu'il y a une successional stage. Donc il y a les pionniers, les premiers, les tardifs et le climax. Donc on a 4 stades de succession pour les communautés qui vont s'installer dans les forêts tropicales. Alors bon, généralement lorsque il y a un événement qui va perturber l'environnement, donc par exemple il y a un chablis, il y a les arbres qui tombent, il y a une trouée dans la forêt, eh bien les espèces de première venue, ou bien alors il y a tout simplement une perturbation à cause de l'humain. C'est une coupe à blanc, on va couper les arbres forestiers, donc on va faire des trous dans la forêt, quoi. Eh bien les espèces de première venue, ça va être les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais en fait, bon, on va parler scientifique, ce sont les plantes héliophiles. C'est ça qui va arriver en premier. Donc ce sont les plantes qui aiment beaucoup le soleil et ce sont donc des herbes souvent et qui se nourrissent beaucoup de la forme nitrate, NO3, parce que sous un couvert forestier, la proportion NO3, NO4, NH4+, donc nitrate et ammonium, donc elle est différente que sous un sol qui est complètement nu. Donc sous un sol nu, la forme ammonium NH4+, elle disparaît quasiment. Donc en fait, ce sont des plantes qui se nourrissent de nitrate et qui prennent le soleil en plein. Donc ces plantes-là vont couvrir le sol et vont contribuer à protéger le sol. Bon, là je fais un peu d'écologie un peu rapidement, mais c'est ça les plantes, les pionnières. Donc elles ont une durée de vie très courte, donc là on voit que ici l'âge, on voit 1 à 3 ans. Puis après il y a des espèces secondaires qui vont apparaître, donc c'est des espèces qui ont une durée de vie un petit peu plus longue. Puis après il y a des espèces, on dirait un peu plus tardifs, hein, et là ils ont fait en 4 stades, et le stade au-delà de 100 ans, alors ce sont les espèces climaciques. Donc par exemple ça serait les grands arbres qui ont pris beaucoup de temps avant de prendre le dessus sur les mauvaises herbes et les arbres espèces secondaires, quoi, des étapes secondaires, des stades secondaires. Donc aussi, bon, sur ce tableau on voit que les hauteurs des plantes considérées, on voit de plus en plus grands, voilà. Donc ce sont les grands arbres, voilà. Bon, ce tableau est très complet, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais là où je voulais mettre l'accent, c'est pour montrer le temps que ça prend. Là, on parle de plus de 100 ans pour pouvoir arriver à un stade climatique, donc c'est-à-dire un stade où il y a un équilibre. Donc la forêt est en équilibre. Elle a retrouvé par elle-même son équilibre. Donc, évidemment, dans une telle situation, on a une forêt qui s'auto-régénère toute seule. Elle a besoin de personne. Ça lui a pris 100 ans pour arriver là. Et là on parle d'un système qui est à son climax
et qui fonctionne vraiment de manière totalement autonome. Bon, ça, c'est pas de l'agriculture. Et ça, c'est pas de l'agriculture biologique, c'est vraiment de la foresterie. Alors, j'ai aussi mis un tableau en dessous qui montre les accumulations nettes donc de différents éléments. On voit sur une période, bon, d'abord, on fait les mesures à 2 ans, à 5 ans, à 8 ans et puis à 19 ans. Et on voit que en passant de 2 ans à 19 ans, on voit que pour toutes les espèces, elles ont pris à peu près 3 à 4 fois plus, hein, sauf pour le potassium, où on voit le cas, où on voit qu'il y a un optimum à 8 ans, puis après ça chute. Bon, tout à l'heure j'ai parlé un peu du potassium brièvement en disant que c'est un élément qui est très très mobile. Effectivement, il est très mobile. Je pense que le 600 qui est là vient du fait que justement 19 ans, on rentre à peu près, on commence à rentrer dans le stade qui est là. Voilà. 20 ans, voilà. On rentre dans le late secondary stage pour une forêt tropicale. Ici, il s'agit de forêt tropicale et ici, il s'agit de forêt dans le bassin du Zaïre. Bon, Congo. Le bassin du Congo. Donc ici on voit qu'on est on est rentré dans la période, dans cette période-ci, et donc là les arbres commencent à être conséquents. Par conséquent, le potassium doit être plus stocké dans la végétation, nutrients in vegetation. Il doit être plus stocké dans les feuilles qui sont tombés au sol. Donc il y a une régénération qui se fait comme ça. Il est très très mobile cet élément. Donc le potassium part dans les feuilles. Il est beaucoup utilisé, on a vu au niveau des stomates notamment. Et ces feuilles-là, en quantité, vont tomber au sol et vont former une grosse litière qui, elle, va être source de beaucoup d'éléments nutritifs. Et donc c'est, je pense, pour cette raison qu'il y a ce petit effet du potassium, parce qu'on commence à avoir des arbres beaucoup plus grands. Voilà. Bon, voilà ce que je pourrais dire par rapport au contre des engrais bio. Donc bon, pour ma part, je garde ma position. La non-utilisation d'engrais bio en agriculture biologique me paraît excessif. Voilà, c'est mon opinion. Alors, dans le numéro 48 du journal Perspective d'octobre 2018, alors une équipe de chercheurs a rapporté que à l'échelle mondiale, cette fois-ci, une analyse des rendements datant de 2017 montre que les rendements de l'agriculture biologique sont en moyenne inférieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle, mais cette fois-ci de l'ordre de 10 à 32% pour les fruits et le maraîchage. Donc là, ils sont précis sur ce dont ils parlent, les fruits et le maraîchage, et ils indiquent ici 10 à 32%, mais c'est une étude à l'échelle mondiale. Voilà. Donc pour faire la différence avec le chiffre de 41% qu'on avait vu tout à l'heure, qui était basé sur les témoignages des experts qui sont analysés, et sur 3 pays. C'était Sénégal, Burkina Faso et Cameroun. Voilà. Alors, une précision toutefois très intéressante ici, mais dans certains cas, ils peuvent être plus élevés et jusqu'à 50% de plus. Voilà, suggérant qu'une agriculture biologique productive est possible. Alors ça, c'est très intéressant. Et la question, c'est de savoir, d'identifier quelles sont ces espèces qui vont permettre cela en Afrique. Quelles sont les espèces qui vont véritablement permettre de booster la productivité de l'agriculture biologique
avec tous les avantages que l'on connaît maintenant à l'agriculture biologique par rapport à ses impacts très bénéfiques quand même sur l'environnement. Je parle pas d'une dépendance chronique, je parle vraiment quand même d'effets bénéfiques et on va voir quelques exemples. On va en voir en vidéo. Là, je crois que ce sont des indicateurs qui nous montrent quand même que bon, il y a de l'espoir. Et puis là, ils indiquent 10 à 32%. Voilà, des rendements inférieurs de 10, c'est très peu 10 à 32%. Bon, c'est quand même mieux que 41%. Alors, ce tableau est axé sur l'agriculture urbaine. Comme on peut le voir, il y a un certain nombre de performances intéressantes pour les légumes feuilles pour certaines villes d'Afrique. Ici, on a au Nigeria, Ibadan, Brazzaville à Congo, Nouakchott, voilà, Antananarivo en Nouvelle-Calédonie. On a quand même un pourcentage de la demande urbaine qui est fournie par l'agriculture urbaine qui est très élevé, qui est 80% et plus, 80-90%. Bon, maintenant, c'est pas comparable encore avec ce qui se passe à Vientiane, au Laos, mais quand même, on a des très bonnes performances sur pas mal de villes d'Afrique, ici Dar es Salaam aussi en Tanzanie. Bon, maintenant, là où je voulais attirer l'attention, c'est par rapport à Cuba. Pour tout fruit confondu, tout légumes confondus, on voit qu'on est autour de 60%. Voilà. Mais si on regarde à côté Dakar, tous légumes confondus, on est entre 70 et 80. Accra, on est à 90 au Ghana. Bon, donc tout ça c'est pour montrer que l'agriculture urbaine en Afrique, dans certaines villes d'Afrique, dans certains pays, elle est quand même déjà bien avancée. Bon, mais avant de revenir aux performances de Cuba et à leur politique aussi nationale de développement de l'agriculture biologique, voyons un peu les engrais bio, les différents types d'engrais bio qui existent et qui peuvent être utilisés. Donc ici nous avons un dessin qui représente différents types d'engrais bio qui sont sous forme solide ou sous forme liquide. Alors ici en haut nous avons les animal manure, c'est-à-dire les guanos, les guanos et puis les comment on dit ça les crottes de bœuf et aussi les guanos des chauves-souris et du poulet et des poules, voilà, de la volaille. Maintenant nous avons également les crop résidus, donc les résidus qui sont issus des exploitations agricoles, donc qui sont les parties non comestibles des plantes, voilà. Et nous avons aussi une autre catégorie qui tombe dans la catégorie autre, qui sont en fait des composts, par exemple, comme avec le vermicompost. Au bout de 2 mois, quand ces personnes-là qui me disaient que vraiment, toi tu n'as rien à faire, ils repassaient pour voir effectivement est-ce que la femme a pu faire quelque chose avec ce qu'elle a installé. Ils étaient vraiment impressionnés de voir rien que la multiplication de ces vers de terre, mais aussi les résultats que ce lombricompost liquide et solide a donné. Ablassé Compaoré, formateur en agroécologie et coordinateur de l'association Interzone pour le développement rural, fait la promotion de l'élevage des vers de terre. Il souligne l'importance de leur excrément dans l'enrichissement des sols et la fertilisation des plantes. Quand vous demandez aux anciens, aux vieux,
quand ils allaient choisir un champ, les croûtes ou la défection vraiment des vers de terre, c'est un des indicateurs que ce sol est vraiment fertile et qu'on va y arriver à bien produire. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, ils sont disparus, ça ne se voit plus. On est en train de regarder maintenant autre chose superficiellement pour choisir des espaces agricoles, mais on sait que l'absence vraiment de vers de terre nous signifie également que les autres micro-organismes, macro-organismes du sol ne sont pas là non plus. Et donc s'ils ne sont pas là, notre production est mise vraiment sous un risque assez important. Ahora les vamos a mostrar aquí lo que es los canteros y la mini fábrica que tenemos manual, porque todo es manual. Ya aquí estamos en presencia del área de lombricultura. Este es el área de la lombricultura ya. Primero buscamos el estiércol de res, que es el que fundamentalmente nosotros utilizamos para hacer la lombricultura. Lo ponemos, como ustedes ven, en cantero y le aplicamos la lombriz. Ya la lombriz, cuando se ve así, que ya están comiditos así, volvemos cada 7 días, se le va dando una aplicación del estiércol de vacuno. Ya aproximadamente a los 2 meses y medio, 3 meses, ya debemos de tener un cantero para cosecharlo ya con su óptima calidad. Esto debe tener de un 70 a un 80% de humedad, mantenerse la humedad. Hay una brigada compuesta por 11 trabajadores, 12 trabajadores, que ellos se dedican a envasar lo que es el humo lombriz, el sustrato, que es el mismo que se utiliza en la casa de postura, que también ellos lo envasan y se venden. Nous avons aussi le bokashi, qui est un produit qui est fabriqué de la manière dont nous allons voir avec la vidéo suivante, qui est un peu longue, mais qui explique très bien. Le bokashi ici, c'est en fait un fertilisant. Dans les champs, il donne la vie à la terre d'abord, il accroît les rendements et aussi il donne la vie à nos plantes. Parmi la gamme des fumiers organiques, le bokashi fait partie de ceux-là qui, en un temps record, est prêt pour être utilisé dans nos exploitations. C'est-à-dire, du début à la fin du processus, on n'a besoin que de 15 jours, 2 semaines, pour que le bokashi soit prêt pour être utilisé. Comparativement à la fumée organique, où on peut aller de 2 à 3 mois souvent. Je vais essayer de vous présenter les différents éléments qui sont utilisés pour composer le bokashi. D'abord, nous avons la déjection d'animaux, que ce soit pour les moutons, les cochons, les bœufs, les poulets, tout y va. Ensuite, nous avons la sciure de bois. La sciure de bois, ça peut être aussi les copeaux de bois. Ensuite, nous avons la poudre de charbon. Là, ici, nous avons la terre argileuse. Là, ça peut être intermédiaire ou encore toute terre qui a au moins de la colle, qui est un peu élastique. À défaut de ça aussi, on peut utiliser le sable. Ensuite, nous avons le son de riz ou de maïs. Là. Ensuite, nous avons la levure, le sucre. Notons que c'est du sucre roux, non du sucre blanc. Le phosphate est aussi utilisé pour la préparation du bokashi. Il ne fait qu'enrichir le bokashi. Et le grand élément, c'est l'eau. L'eau est indispensable à la fabrication, à la production de toute fumure organique. Maintenant, quelles sont les quantités qu'il faut pour au moins 1 tonne de bokashi? Pour la déjection d'animaux, il faut 10 brouettes. Les sciures de bois, il faut également 10 brouettes. La terre argileuse ou le sable, il faut encore 10 brouettes. Le charbon, la poudre de charbon, il faut une demi-brouette. La cendre également, une demi-brouette.
le son de riz ou de maïs, également une demi-brouette. La levure, 1,5 kg. Le sucre, 2 kg. Le Burkina phosphate, moi je l'utilise, un sac pour 1 tonne de bokashi. Et enfin l'eau, la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer 1 tonne de bokashi est de 200 litres. La première étape consiste à préparer la solution pour en fait humidifier notre bokashi. Cette préparation consiste à diluer d'abord notre levure dans l'eau avec notre sucre également. Le sucre et la levure diluée sont tous apportés dans notre fût de 200 litres. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le retournement. Le retournement, ça consiste à faire un mélange de tous les matériaux que nous avons juxtaposés ici. Le retournement est une activité où il faut respecter les horaires. Les 3 premiers jours, il faut les retourner matin et soir. Et après les 3 premiers jours, les 12 jours qui suivent, c'est soit les retourner le matin ou encore les retourner le soir. Il faut prendre le temps qui vous convient. Si vous décidez de les retourner le matin, c'est chaque matin. Si vous décidez de les retourner le soir, c'est chaque soir pendant les 12 jours. Après le retournement, à partir du 15e jour, on étale le bokashi à l'ombre surtout pour le faire sécher. Et à partir du 16e jour, il est prêt pour être utilisé au champ. Le bokashi peut être appliqué en fond ou en couverture. En fond, on peut utiliser soit de façon localisée ou généralisée. En localisé, on a besoin d'1,5 tonne à 2 tonnes par hectare. Là, on fait des pokés, on applique notre bokashi, on recouvre et après on vient faire les semis dessus. De façon généralisée, on applique le bokashi et on fait notre labour dessus avant de faire les semis. Donc, il faut dire aussi que le bokashi peut être utilisé sur la pépinière, sur des céréales, sur toute culture et même sur les arbres fruitiers. Voilà. En pépinière, on demande aux utilisateurs de tamiser le bokashi pour avoir un produit fin avant de l'utiliser en pépinière. Et nous avons également des sources qui viennent des os ou bien des coquilles d'œufs ou de coquilles de carapace, des coquilles d'escargot. Alors nous avons également tous les produits fermentés donc qui sont issus de digesteurs. Hein. Nous avons également les extraits d'algues de mer et aussi de poissons. Cette image représente le diagramme d'un biodigesteur. Complètement à gauche, on a l'entrée du biodigesteur qui va recevoir les matières organiques. Et complètement à droite, on a la sortie du biodigesteur, sortie par laquelle les effluents digérés vont être ressortis. Donc à l'intérieur du biodigesteur, on voit 2 catégories de bactéries. Dans un premier temps, les bactéries acétogènes vont recevoir la matière organique. Cette matière organique va commencer à être digérée par ces acétogènes qui va attaquer les molécules organiques et acidifier le milieu. Dans un second temps, les bactéries méthanogènes vont prendre la suite. Ce sont ces bactéries qui vont produire le gaz méthane qui va être valorisé. Ce sont également ces bactéries qui vont diminuer le pH pour le faire, augmenter le pH pour aller à la neutralité. Et en même temps, ce sont ces bactéries également qui vont finir le travail, donc affiner la digestion des matières organiques qui auront été incorporées dans le biodigesteur. À la sortie du biodigesteur, on va avoir un effluent qui est complètement dégradé et qui peut servir de fertilisant organique.
Il est important de noter que la matière organique qui va être entrée à gauche, eh bien cette matière organique ne doit pas dépasser plus de 10% de matière sèche. Donc, partant du principe que les matières organiques qu'on entre là-dedans sont généralement des matières, des résidus de jardin, ou bien alors des aliments, voilà. Donc on part du principe qu'il y a à peu près 80% d'humidité, 80% du poids qui est de l'eau, donc 20% de matière sèche. Donc si on prend ces matières organiques telles quelles, fraîches, et qu'on va les mélanger à hauteur de moitié-moitié avec de l'eau, et bien alors en fait on fait une dilution d'eux, ce qui ramène à 10% de masse sèche, qui est le maximum qu'il faut entrer dans un biodigesteur pour ne pas avoir à donner trop de travail aux bactéries acétogènes, car ça pourra acidifier le milieu et faire mal fonctionner le système. Yeah, over here now we have our domestic biogas unit. This is how it works. This is the mouth or the inlet. Then everything now gets inside here. Now we have this is the digester. Yeah, the digester balloon, and you see the way it's swollen. All this is gas, and the digester is placed on a flat surface, so there's no hole underneath. It's on a level surface. So this digester, we cover it with a greenhouse cover. This is the greenhouse cover, and what it does is that it creates a microenvironment. So if you put your hand here, you'll feel there's a lot of warmth coming from this side, and that is created by the greenhouse cover. So it helps to maintain the warmth inside the digester as well as protect the digester, and to find that gas production is maintained at optimum even on cold days or even the wet season. A unique factor about this system is that it runs on any biodegradable waste. So you are not only limited to the use of cow dung. You can use any livestock waste like cow dung, pig dung, chicken dung. If you don't have livestock, you can still use waste like your kitchen vegetable waste, your green waste, food waste, basically anything that is biodegradable. So you mix the waste with water in the ratio 1:1. When you come with half a bucket of any biodegradable waste, the remaining half you fill it with water. So you mix it until it's porridge-like this way, and then you introduce it in the inlet. So this is the process of feeding. So you just pour in the waste. Exactly. So everything has gone inside the digester. Yeah. So this we call it the standard model, is for a family of 4 to 6 people, and with 1 bucket of waste, the 20 kilo bucket of waste, you'll generate all the gas that is required for the small family of 4 to 6. Gas that will be sufficient for cooking breakfast, lunch, and dinner, and even extra gas. Even you can like boil water for bathing. So this system is sitting on a flat surface. So you find that in this design, you find that today's waste pushes the waste you fed yesterday. Yesterday's waste pushes the one you fed the other day. So the waste goes digesting and breaking down slowly in batches. And by the time now it comes to this other end, this is how it comes out. Comes out in liquid form completely. You can notice there are no flies or insects. That means also because there's no food for the insects. Everything has been completely broken down.
So we say the digester is also like a waste management tool. Once everything goes inside the digester, by the time it comes out from the outlet, it's fully broken down. And now what you have here, these are ready to absorb nutrients for the plants. The fertilizer has, now this is considered very rich organic fertilizer, and it has many applications. Since it's coming out in liquid, you can just apply it directly to the roots of plants. You can spray it on the leaves of plants. It acts as a very good foliar or an insect repellent. And this is how now it looks when it's not covered. Yeah, you can see the digester balloon, how it's swollen. So all this is gas. One other thing that I really wanted to know is whether a swollen balloon produces enough biogas pressure to reach inside your home without needing an extra pump. The good news is that it does. Yeah, so this is the where the gas is trapped from, so the middle of the digester, the highest point. And we do the piping, it goes overhead straight to the point of use. So for domestic systems, we provide piping for up to 20 meters from where the digester is to the point of use. So within 20 meters, you'll have good pressure. Yeah, these are just gas meters. We're just measuring the gas production from the domestic units, the large capacity, and the extra large models. Yeah. Now, let's look at a typical home setup of a biogas system and how you can use it to generate cooking gas in your kitchen or provide hot water in your shower. So this is how the digester will look like at home. The digester covered with the greenhouse and the shade net cover. Have the gas piping. Yeah. The pipe comes from the highest point of the digester. Right in the middle there is the gas line, so you can just turn on the gas. It comes and enters in this bottle of water. This we call it a water trap. Basically what it does, it traps in the moisture that has traveled with the gas. So the moisture condenses here, then the gas only now travels to the point of use. So we do the piping overhead, and the gas now comes straight to the kitchen right over here. So the gas comes from the digester, travels, is connected to the pipes and comes straight to your double burner stove. So you can just turn it on. So biogas is the safest gas in the world. It can never explode. Like right now it's on, but once you put it on, it will not explode like LPG gas. It's because biogas is methane gas and it's lighter than air. So as soon as it leaks from the source, it blends with the environment and disappears. So now I'll put it on. That's the flame. It's a blue flame. So that means the gas is really combusting. And so another use of the gas is in water heating. And in here we have the water heater or shower. And it operates in a very simple way. So gas from the digesters, one gas line goes to the kitchen. You can have a T-junction, and the gas now is piped to this water heater. So this is the gas connection, and this is the water connection. How it works is you just turn on the gas, and then you turn on the water. And as soon as you turn on the water, underneath here, if you come close, you'll notice a blue flame underneath there. That's the flame, and you can, if you look, you can see the water is already steaming. So it's an instant water heater. Nous l'avons bien compris, selon la nature du type d'engrais bio qui est utilisé, on a différents types de performances, c'est-à-dire que on peut avoir une amélioration de la texture du sol, on peut avoir une stimulation aussi de la vie dans le sol avec
les architectes, on les appelle les architectes du sol, qui sont à l'œuvre, donc la macrofaune, et qui vont contribuer à enrichir le sol pour pouvoir faire l'agriculture biologique. On peut aussi avoir des absorptions qui peuvent être des fois plus rapides. Là, je pense aux effluents fermentés. Donc, selon la nature de l'engrais qui est apporté au sol, on va avoir différents effets et c'est en fonction de la culture qu'on a qu'on peut faire un choix pour une chose ou une autre qui serait plus judicieux. Alors l'engrais bio peut-il aider sérieusement? Alors nous allons voir en image le cas du Sikkim, qui est une petite région de l'Inde et qui s'est engagé dans le bio et qui est maintenant à 100% bio. Alors nous allons voir comment est-ce que les choses se passent dans cette région et les difficultés et aussi les avantages qu'ont apporté cette pratique. Pour seul engrais, Chandra Prasad Bhattarai utilise donc du vermicompost sur ses 3 hectares de terre. Il prépare lui-même son mélange selon une méthode traditionnelle. On ajoute des mauvaises herbes au tronc du bananier, puis de la bouse de vache fraîche. Vous voyez ces vers de terre? Je les ajoute à la toute fin. Ils mangent la biomasse et au bout de 2 mois, ça fait de l'engrais tout frais pour les cultures. Le poids des tomates a augmenté avec la culture biologique et nos récoltes sont plus importantes. L'ajout de produits chimiques tuait les micro-organismes dans le sol. Il était donc très compact et difficile à labourer. Maintenant, il est excellent, humide, aéré et fertile. Dans sa ferme, pour repousser les ravageurs, Chandra Prasad a remplacé les insecticides, fongicides et autres herbicides par un produit non toxique qu'il fabrique lui-même à partir d'urine de vache, de feuilles et de plantes locales. On le laisse fermenter pendant 20 à 25 jours, puis on peut l'utiliser. Ces feuilles d'aubergine ont été grignotées par des insectes. Alors je vais pulvériser mon mélange d'herbes. Ce traitement ne tue pas les insectes. Il ne fait que les éloigner pendant quelques jours. Je dois renouveler le traitement tous les 2 ou 3 jours. Ces produits présentent 2 avantages. Ils préservent la biodiversité et sont bon marché. Pendant les 6 mois de la mousson, les invasions d'insectes sont fréquentes. Avant, on dépensait plus de 60 € par an en produits chimiques. Aujourd'hui, ça ne me coûte plus rien, puisque j'ai tout ce qu'il faut à la ferme. Lors de leur formation, les agriculteurs du Sikkim sont encouragés à ne pas cultiver que du riz ou du blé, afin de diversifier leurs sources de revenus. Dans les champs de la famille Bhattarai, les arbres fruitiers côtoient désormais les poivrons, les tomates et les courges. Il n'y a ni parasites, ni maladies. C'est du 100% bio. Mais tout n'a pas toujours été aussi simple. Lorsqu'Arimaya Bhattarai et son mari sont passés au bio, les 3 premières années, ils ont perdu 60% de leur récolte. On s'est dit qu'on allait mourir de faim tellement la récolte était maigre. Avant, on avait de bonnes qualités d'orge, de blé et de sarrasin, mais on ne pouvait pas gagner d'argent avec ça. Depuis que mon fils a fini ses études, on a commencé à cultiver des légumes. Aujourd'hui, on est autosuffisant et on arrive même à tirer des bénéfices. Cuba. Alors l'agriculture urbaine à Cuba,
C'est une longue histoire qui a commencé par la force des choses au moment où les Américains ont fait un embargo sur l'île. Donc les gens tout simplement ont redistribué les terres et ont réorganisé un peu toutes les filières. Alors ici nous avons illustré le directeur de l'INIFAT, qui est l'Institut national d'investigation fondamentale en agriculture tropicale, dont l'objectif, ou les objectifs, sont d'organiser les filières justement de production, de transformation, mais aussi de distribution de toutes ces productions, diversifier les productions agricoles. Donc le défi était d'avoir des tas de produits différents, une grande variété de produits, et aussi en même temps de créer de l'emploi, parce que c'est un gros générateur d'emploi, toutes ces activités, toutes ces filières. Donc ça a permis de créer pas mal d'emplois, aussi bien dans la distribution, par la création de petits magasins, que dans la transformation et la production. Alors la politique nationale de l'agriculture urbaine à Cuba a organisé une base productive pour permettre toutes les productions. Alors ces bases productives sont différents types d'organisations qu'on appelle organoponicos, huertos intensivos, patios et parcelas. Alors les organoponicos sont les formes de production d'agriculture urbaine qu'on voit quasiment dans tous les documentaires. C'est vraiment la forme principale d'organisation. Les huertos intensivos sont en fait ça peut être des parcelas ou des patios ou même des organoponicos, mais dans lequel on fait un jardinage intensif. Et donc les autres, donc les parcelas familiares, c'est un type de parcelle par exemple où on a des familles qui ont juste leurs parcelles et qui cultivent pour leurs propres besoins. Donc ça peut être une famille de 4 personnes ou quoi. Bon, alors on va plus s'attarder sur les organoponicos qui sont vraiment les types d'organisations qui produisent vraiment beaucoup en agriculture urbaine et agriculture organique, biologique donc. Y en el campo vivo bien, soy guajiro y carretero. Y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén. Mezclamiento de lechuga con brócoli para aprovechar el área. Aquí del Organopónico de Playa. Esto es un colectivo de trabajadores, de 33 trabajadores. El organopónico tiene un área de 2 hectáreas. Sobre cantero tenemos un 0.87 hectáreas, pero trabajamos todas las áreas exteriores que tenemos también para aprovechar todas las áreas y poder aumentar nuestros rendimientos y la producción, así como nuestros ingresos monetarios. Todas nuestras producciones salen por el punto de venta. Aquí nosotros producimos tanto hortalizas de hoja como condimentos, como algunos bulbos. Estamos trabajando sobre un rendimiento de 16 kilogramos por metro cuadrado. Yo empecé aquí en el 2002, donde llegamos a cumplir un plan de 65 toneladas. El año pasado el plan de nosotros era 130 y llegamos a 135. Es decir, que se ve el incremento de la producción a través de los años. Nosotros aquí tenemos un ingreso mensual entre unos 60.000
a 65.000 pesos y hasta a veces un poco más en dependencia de la producción. Eso nos da a nosotros como salario de 1.200 a 1.500 pesos mensuales. Es decir, ya nosotros hemos llegado a entender que mientras más produzcamos, más ingresamos. Producimos nuestro propio fertilizante. Con los mismos residuos vegetales conformamos nuestro compost y cuando hacemos la preparación del terreno se lo adicionamos y así mejoramos las condiciones del suelo. Para mantener una buena agricultura urbana, orgánica, sostenible, hay que tener fuentes de materia orgánica, porque esto es una agricultura que no lleva fertilizantes químicos, sino está sustentado en residuos orgánicos y eso se logra a través de un buen estiércol descompuesto, a través del humo de lombriz o a través del compost. En estos momentos se le está extrayendo, han transcurrido 6 meses que se hizo y consiste en que todos los residuos orgánicos se van depositando en capas mezclados con una capa de residuos orgánicos de los mismos que genera el huerto y el organopónico se echa una capa de estiércol, otra capa de residuos orgánicos, otra de estiércol. A medida que se van haciendo esas capas se van regando hasta que el banco de compost coge una altura entre 1 metro y 1,50 m y son los que posteriormente usamos para ir fertilizando las cámaras o canteros. Este lugar antiguamente, sobre los años 90-91, era un basurero y se recuperó el área para montar el organopónico. Para hacer eso se acumuló lo que eran los escombros que habían en el mismo basurero hacia la parte de atrás. Ahí emplazamos un área con millos para los pájaros, porque en épocas de verano el pájaro nos afecta bastante. Sembramos ese millo para que el pájaro venga aquí y no nos afecten los cultivos. Esta casa de postura fue fundada en el 96. El comienzo que tuvo esta casa de postura fue con el objetivo de desarrollar la agricultura urbana en el país, a los diferentes niveles, desde el municipio, desde productores pequeños hasta productores más grandes. Tuvimos el apoyo del INIFAR. Ahí se comenzaron los experimentos hasta que se logró un cepellón, que la postura saliera con un cepellón correcto. 50% de humus de lombriz, 25 de cascarilla y 25 de turba. Eso se mezcló y se logró un cepellón correcto. Esto es una muestra de las producciones que nosotros tenemos dentro de la casa de postura. Este es el tomate, y de que nosotros le ponemos la semillita en la bandeja, a que ella sale para la producción. Alors au Sikkim, la politique nationale de santé publique par l'alimentation a été l'œuvre de ce monsieur ici avec le chapeau. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé très dur pour pouvoir mettre en place un système, je crois 13 ou 14 ans, d'efforts et de travail à convaincre les populations et le gouvernement. Donc c'est un agriculteur qui est en même temps politique, hein. Et nous allons voir à travers la vidéo suivante les réalisations donc de ce système, comment ce système fonctionne, comment maintenant on a une organisation qui a beaucoup de recul et d'expérience et qui est prête maintenant à exporter ses compétences. Mais nous verrons également aussi les limitations parce que ce système ne permet pas de couvrir à 100% tous les besoins quand même du Sikkim. Mais il s'en va dans la bonne direction pour arriver à cette fin. Ici, à flanc de montagne, dans ces champs en terrasse où poussent le riz et le thé, on n'utilise plus ni pesticides ni engrais chimiques. Le Sikkim est le deuxième plus petit État de l'Inde et le premier au monde à cultiver la terre de façon totalement biologique.
Au Sikkim, toute infraction aux règles de l'agriculture biologique est passible de 3 mois de prison. Depuis 2015, 100% des surfaces agricoles du Sikkim sont certifiées bio, soit une superficie équivalente à celle de Berlin. À l'origine de cette révolution verte, un agriculteur et homme politique de 76 ans, Dvarika Natsapkota. Les enfants vont manger ça. Ça servira aux semences. Soutenu par l'ancien gouvernement, Dvarika Natsapkota a mis au point un programme de transition du conventionnel au bio pour accompagner les agriculteurs. Au début, les réactions ont été très violentes, ce qui est normal. Les gens utilisaient des engrais chimiques sans se rendre compte qu'ils détruisaient les sols. Quand ils l'ont compris, ils sont passés à la culture biologique. Mais ça a été une période très dure. Il nous a fallu 13 ans pour devenir un État bio. L'accent a d'abord été mis sur l'information. Dvarika Natsapkota a dirigé une équipe de formateurs qui passait de ferme en ferme pour sensibiliser les fermiers. Il a lui-même donné des cours sur les risques sanitaires liés à l'emploi de produits chimiques. Quand les agriculteurs ont appris que des gens atteints de cancer devaient être transportés à Delhi pour être soignés à cause de l'emploi d'engrais chimiques, eh bien, ils ont changé d'avis, car ils ont compris qu'ils devaient passer à la culture bio pour rester en bonne santé. Si le Sikkim a transformé son agriculture locale avec succès, la production n'est toutefois pas encore suffisante pour nourrir la population croissante de l'État. Au marché de la capitale Gangtok, tout n'est donc pas bio. Ça c'est bio, ça c'est bio, les radis aussi. Mais pas cette carotte, elle vient du Bengale occidental. Le gouvernement a essayé de stopper l'importation de produits non bio, mais ça ne couvrait pas la demande. Parce qu'au Sikkim, on ne cultive pas tous les légumes. Le prochain défi du Sikkim est donc de rendre l'agriculture bio encore plus durable et rentable. C'est la mission de la SOVDA, l'association de développement de l'agriculture biologique au Sikkim. Le ministre de l'Agriculture, Rinzing Bhutia, et son équipe travaillent à l'élaboration d'une stratégie nationale. Jusqu'à présent, nous avons commercialisé nos produits à l'échelle locale, mais il faut maintenant nous pencher sur leur exportation. Et dans ce domaine, le deuxième plus petit État indien inspire même des pays étrangers. On a beaucoup de demandes pour transmettre nos connaissances. Il y a quelques semaines, on a même reçu une requête du gouvernement sri-lankais qui veut passer lui aussi à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on est prêt à exporter aussi bien notre concept que nos produits. Dans l'extrait suivant, nous allons voir comment est-ce que au Sikkim, un agriculteur qui a des difficultés, fait pour obtenir les conseils du gouvernement, quelle étape il doit suivre pour pouvoir faire venir un spécialiste sur son terrain pour évaluer la situation, lui donner des conseils et peut-être des produits chimiques. Selon la gravité, ça, je ne sais pas. Ça n'est pas indiqué clairement dans le document, mais quelques éléments laissent peut-être à croire que dans certains cas, ils peuvent être utilisés. Voyons ça. Pendant la transition, le gouvernement a investi 13 millions d'euros pour la formation et le soutien de plus de 66 000 agriculteurs. Aujourd'hui encore, à Gangtok, la capitale de l'État, des scientifiques conseillent les fermiers qui rencontrent des difficultés avec la culture biologique. Ce producteur de riz est par exemple confronté à une invasion de chenilles. Les parasites ont tellement endommagé la récolte qu'on arrive à peine à lutter contre avec les pesticides bio. Vous avez examiné les feuilles? Si elles s'enroulent, c'est qu'il s'agit d'un virus.
Après la réunion, l'équipe gouvernementale va constater sur place les dégâts dans les rizières touchées. Le responsable de l'équipe, le docteur Janak Singh, souhaite déterminer la nature de l'invasion avant de proposer un traitement. Celui-là, déracinez-le s'il vous plaît. Regardez, elle est énorme. Elle pond un œuf dans la nuit et elle commence à grignoter les feuilles. Si on traite à ce stade, la population de chenilles peut encore être contrôlée. Mais plus tard, l'invasion va s'accentuer. Les vers de terre, bien qu'essentiels, font face à une menace de disparition. Aujourd'hui, le formateur en agroécologie a une réunion avec un groupe de producteurs. Il leur expose longuement l'importance de l'agroécologie et met particulièrement l'accent sur l'urgence de préserver ces précieux alliés de la production agricole que sont les vers de terre. ba pini dar mersin da kiyarwe ta pushin la ba ta pushin wa diatam tibe sama da gawa la mo sama tiyo de push la pompra kitam ti benisa tar meningen devra. Au lieu de dire voilà on peut s'attaquer aux films et tout ça, donc il faut aller directement vers les vrais utilisateurs de tous les produits. Si l'utilisateur paysan se rend compte que vraiment il a tous ces avantages en traitant son sol de manière agroécologique, il va pouvoir éviter l'utilisation des produits chimiques pour tuer la vie de son sol. Nous pensons que la première chose à faire, c'est de faire vraiment prendre conscience aux derniers utilisateurs des espaces agricoles d'avoir une telle conscience. Alors, cette présentation non exhaustive du sujet est terminée. Donc, vous avez ici les références bibliographiques qui sont laissées et cette présentation sera disponible également dans le Drive que nous avons à notre disposition pour ce groupe d'agriculture ancestrale. Alors, je terminerai en indiquant un petit coup de cœur que j'ai eu en voyant ces feuilles de mangue, mais je pense qu'on peut le faire aussi avec des feuilles de banane. Alors des feuilles de mangue qui sont utilisées comme ça, qui sont attachées, qui servent à faire des petits pots dans lesquels on met un substrat et ensuite on peut faire les cultures et faire germer les semis. C'est très très intéressant je trouve et je pense que c'est une bonne chose qui permettrait de remplacer ces sortes de grands quadrillages de plots en plastique hein, qu'on doit constamment d'ailleurs passer dans des solutions antifongiques comme on l'a vu pour l'extrait à Cuba où il passait justement ça à l'antifongique au cuivre. Voilà, ce qui est très mauvais, le cuivre, pour les champignons du sol. On en a besoin. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser avec le témoignage qui est magistral. En réalité, il s'agit d'un véritable cours, le cours d'un de nos frères à Cuba. Alors nous avons remarqué qu'à Cuba, il y a de nombreux dirigeants de toutes ces organisations d'agriculture organique, d'agriculture urbaine, et que ce sont tous quand même des Cubains blancs. Mais celui-ci est un de nos frères qui est cubain et qui pour moi, il nous fait un véritable cours magistral qui allie la science et en même temps une éthique de la vie extraordinaire. Donc je vais vous laisser sur ce cours magistral. Et je vous dis à bientôt. En el
caso del manejo agroecológico, utilizamos las plantas repelentes, como por ejemplo aquí tenemos el orégano, aquí tenemos la flor de muerto, también usamos la albahaca, usamos en definitiva plantas de olores fuertes que contribuyen a alejar insectos. Esto es muy importante desde el punto de vista del control integral que se trata de mantener contra el desarrollo de plagas. Plagas que pueden ser insectos, pero que estos insectos también pueden cooperar a la transmisión de enfermedades virales. Por eso es que en este sistema de siembra, donde se mantiene el control agroecológico, buscamos esta protección, porque lo que tenemos que hacer fundamentalmente es prever. El manejo agroecológico de las plagas está incluido en un concepto más holístico, que es el concepto del manejo del sistema de producción. Es un concepto más integrador. No podemos ver por sí solo ni aislado a las plagas. Para un buen manejo de las plagas tenemos que analizar las condiciones del lugar. Por tanto, para nosotros es importante la formación del sustrato, es decir, cómo vamos a la formación de la materia orgánica, ya bien sea humus de origen animal a través de la lumbricultura o ya bien sea humus de origen vegetal a través del compostaje. Porque en el proceso de descomposición de ambos puede influir una contaminación de hongos del suelo, es decir, los llamados hongos del dumping off, como la fitóstora, los fusarios, en fin, y luego entonces nos contamina el cultivo. Por tanto, una buena elaboración de ese sustrato y evitar su contaminación ya forman parte del manejo de las plagas. Las cortinas rompevientos, en el caso de que existan, también. Las plantas atraentes de insectos benéficos como el girasol también contribuyen, porque ahí van a ir un grupo de insectos que van a combatir a los perjudiciales. Que estudiamos el hábitat de las plagas y estudiamos la florística. Los demás elementos son iguales. Por tanto, el manejo agroecológico de plagas necesita un mayor conocimiento sobre la plaga y la influencia de las condiciones climáticas en función de esto. Esta misma planta, nosotros podemos utilizar sus flores y el follaje, hacer unas infusiones y aplicarla contra insectos. Pero también existen otras, como por ejemplo la semilla de la frutabomba, como por ejemplo la higuereta, en fin, hay alrededor de más de 200 plantas que tienen un efecto fungicida, un efecto acaricida, un efecto insecticida o efectos comunes. Por ejemplo, el mismo chile, sabemos que con una infusión de chile nosotros podemos contrarrestar también un grupo de insectos. En sentido general, el hombre tiene que basarse en un concepto básico que plantea la permacultura, y es la oportunidad, el ser oportuno, el trabajar en función de establecer un equilibrio funcional, ya que lamentablemente el equilibrio natural ha muerto y cada vez muere más. Desde ese punto de vista, no quiere decir que nosotros trabajemos para eliminar la plaga, no, nosotros trabajamos para controlar la plaga, para mantenerlo a ciertos niveles, de forma tal que como parte de la cadena viva existan, pero nos permitan a nosotros tener un máximo rendimiento. De manera que cuando usted lleve un organopónico, un huerto intensivo que esté dedicado a la producción, usted tiene que encontrar los cercados, usted tiene que encontrar el girasol o el maíz por los extremos. En las cabeceras tienen que encontrar las plantas repelentes, plantas atraentes, la colmena de abeja próxima, porque como ustedes conocen, la abeja es fundamental en el proceso de desarrollo de muchas de las plantas desde el punto de vista de obtener un mayor rendimiento y una mejor formación de los frutos. Y con los cambios climáticos se están presentando también nuevos problemas que tenemos que estar previendo, de manera tal que el monitoreo sistemático de la unidad para avisorar cuando llega la plaga es fundamental. Forma parte imprescindible de un sistema de protección. Tenemos que siempre estar vigilantes de cuál es el problema que va a llegar y se pueda desarrollar para tomar la medida oportuna en el momento adecuado. Nosotros también utilizamos las trampas de color, las trampas amarillas, las trampas azules, las trampas blancas, que están permeadas de una película fina de alguna grasa, una vaselina bien clarita, y estos colores atraen insectos que se quedan ahí pegados y por tanto entonces no llegan al cultivo. Es otra de las medidas que tenemos para protegernos.
Yo tengo por costumbre en los cursos preguntarle a los investigadores, a los productores que vienen, cuando nosotros apreciamos un bosque, ¿qué vemos en el bosque? Normalmente me responden que vemos plantas de diferentes tamaños, diferentes tipos, diferentes follajes, y yo le digo que hay algo más. Yo le digo que en el bosque está el equilibrio natural. Yo le digo que en el bosque están los controles biológicos en su vida natural, que están todos los insectos o parte de ellos, que están los pajaritos, en fin, las aves, que están otras series de microorganismos que no vemos a simple vista, pero que en el laboratorio después lo contactamos. Y que ahí está el equilibrio natural, que es el que no podemos romper y desgraciadamente cada vez rompemos más. Que es el equilibrio que tenemos que conservar. O de lo contrario, posteriormente tendremos que trabajar en busca de un equilibrio funcional. Ahora preguntemos, ¿y quién rompe el equilibrio natural? La plaga mayor del mundo, el hombre. El hombre cuando no está bien enfocado, el hombre cuando no está cultivado, en el amor que hay que tener a la naturaleza y la importancia que tiene la naturaleza, se convierte en el primer destructor de la naturaleza. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Cultivar la mente del hombre. Y es el aspecto más difícil que tiene cualquier tipo de manejo para una producción. Educar al hombre en el por qué debe hacer una u otra cosa y en qué momento debe hacerse una u otra cosa. Cuando querramos ver la importancia que tiene la naturaleza, veamos una película de los ancestros o leamos un libro de historia de los ancestros, de los primeros seres. Observemos cómo cuidaban la naturaleza, cómo mataban nada más que la carne que necesitaban consumir, cómo hacían el laboreo mínimo, sembraban haciendo huecos en la tierra, no rompían la estructura. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza, en ese concepto de la madre naturaleza. Pienso que en ese camino tenemos mucho que hacer todavía.